Ce dimanche d'octobre, Clara gara sa Citroën C3 de 2012 devant le pavillon de ses parents à Versailles, quartier Notre-Dame, une maison de 181 mètres carrés avec jardin arboré que son père avait acheté en 1987 pour un prix dérisoire, comparé aux 800 000 € qu'elle valait aujourd'hui. Elle coupa le moteur, resta assise 3 secondes de plus que nécessaire, les mains sur le volant usé, observant les fenêtres illuminées du rez-de-chaussée. Ses dîners du dimanche, autrefois chaleureux quand elle était enfant, étaient devenus depuis son mariage une épreuve hebdomadaire qu'elle redoutait dès le vendredi soir. Mais elle venait quand même, par habitude, par cette culpabilité sourde qui lui rongeait le ventre chaque fois qu'elle envisageait de refuser. Elle descendit, tenant dans ses mains le bouquet de pivoine rose acheté 15 € au marché de Beauvais ce matin-là, et sonna. Sa mère ouvrit, la regarda de haut en bas avec cette expression neutre qu'elle maîtrisait si bien, et accepta les fleurs sans un merci. « Tu es seule ?» demanda-t-elle en retournant vers la cuisine. Thomas finit tard le dimanche. La traite du soir. Jacqueline ne répondit rien. Posa le bouquet sur le plan de travail en granit noir, sans même chercher un vase. Dans le salon, l'atmosphère était surchauffée. 24 degrés au moins. Le chauffage au sol ronronnant sous le parquet en chêne massif. Son père, Michel, 67 ans, retraité d'AXA Assurance, lisait Le Figaro dans son fauteuil en cuir cognac sans lever les yeux à son arrivée. Sa sœur Mathilde, 26 ans, occupait le canapé blanc immaculé, feuilletant le dernier numéro d'Elle Décoration. À côté d'elle, Karim, 32 ans, consultant en stratégie chez Deloitte, pianotait sur son iPhone 15 Pro. « Ah, Clara !» lança Mathilde avec ce sourire éclatant qui n'atteignait jamais ses yeux. « On parlait justement de notre voyage aux Maldives en novembre. Karim m'a réservé une villa sur pilotis au Conrad Rangali, 4 000 € la semaine. C'est absolument merveilleux. » Clara s'assit sur le fauteuil en tissu gris près de la baie vitrée, celui réservé aux invités occasionnels. « C'est génial pour vous. Et toi ?» demanda Karim sans lever les yeux de son écran. « Vous partez en vacances cet été ? On pensait faire une semaine en Bretagne. Peut-être Cancale. » Un silence s'installa, lourd comme du plomb fondu. Michel tourna une page de son journal avec un soupir audible qui résonna dans le salon. « Cancale », répéta Mathilde en échangeant un regard amusé avec Karim. « C'est rustique. » Le dîner débuta à 20 heures précises, comme toujours. Jacqueline avait préparé un gigot d'agneau aux herbes de Provence. Les assiettes en porcelaine de Limoges étaient parfaitement dressées, les verres en cristal alignés au millimètre. Clara reconnaissait cette mise en scène obsessionnelle, ce besoin maladif de maintenir les apparences, même quand il n'y avait personne à impressionner. « Alors Karim », commença Michel en servant le Saint-Émilion à 50 € la bouteille. « Comment vont les affaires ?» Karim se redressa, visiblement ravi de l'attention paternelle. « Excellente. On vient de décrocher un contrat de conseil stratégique avec Sanofi. Ma prime de fin d'année devrait tourner autour de 40 000 €. » « 40 000 » répéta Michel avec une admiration non dissimulée. « Remarquable pour ton âge. Sans compter mon salaire fixe, évidemment. On parle de 90 000 annuels bruts. » Clara sentit tous les regards pivoter vers elle avec cette synchronisation parfaite qu'ils avaient développée au fil des mois. Elle coupa un morceau de gigot, mâcha lentement, refusa de mordre à l'hameçon. « Et Thomas ?» demanda son père avec ce ton faussement détaché qu'elle connaissait par cœur. « Il gagne combien exactement avec son exploitation agricole ?» Clara posa sa fourchette en argent sur le bord de son assiette. « Je ne connais pas le chiffre exact. On ne parle pas d'argent comme ça. »« Comment ça, tu ne sais pas ?» s'étonna Jacqueline, la voix montant d'un demi-ton. « C'est ton mari. Tu devrais savoir précisément ce qu'il gagne. C'est une question de gestion de patrimoine. Il gagne suffisamment pour qu'on vive correctement. » Mathilde éclata d'un petit rire cristallin. « Suffisamment. Ça veut dire quoi concrètement ? 1 800 € net par mois ? 2 000 maximum ? » La colère montait dans la gorge de Clara comme une nausée acide, mais elle se força à respirer calmement, à garder ce visage neutre qu'elle portait comme un masque de protection depuis des mois. « On a une maison de 120 mètres carrés qu'on rénove nous-mêmes. On mange des produits sains qu'on produit en partie. On est heureux. C'est ce qui compte. » Michel secoua la tête avec cet air de désolation paternaliste. « Le bonheur ne paie pas l'assurance habitation, Clara. Tu as fait les secs. Tu aurais pu avoir une vraie carrière. Regarde ta sœur.
Elle a su faire les bons choix. Clara observa Mathilde. Son chemisier Sandro à 280 €, sa bague de fiançailles à 15 000 € qui captait la lumière du lustre. Son sourire parfait et vide. « Je ne regrette aucun de mes choix », dit Clara d'une voix plate. « Thomas est quelqu'un de bien. »« Quelqu'un de bien », cracha presque Jacqueline. « Un agriculteur, Clara. Un paysan. Tu sais ce que mes amis du Golfe me demandent ? J'ai honte. Honte de devoir leur expliquer que ma fille aînée a épousé quelqu'un qui travaille dans les champs. » Le mot résonna dans le silence. Honte. Clara sentit quelque chose se figer en elle, cette sensation de glace qui part du sternum et se propage dans tout le corps. Elle leva les yeux, croisa le regard de sa mère, y chercha une once de regret. Rien. Juste cette froideur polie, clinique. Clara se leva sans un mot. Elle attrapa son manteau beige sur le porte-manteau, son sac Longchamp usé, et marcha vers la porte. « Clara, ne fais pas ta victime, » soupira Michel. « Assieds-toi et finis ton assiette. » Non. Elle ouvrit la porte. L'air froid d'octobre entra comme une gifle bienvenue. « Si tu pars maintenant, » lança Jacqueline d'une voix glaciale, « ne reviens pas. » Clara se retourna une dernière fois et dit calmement « D'accord. » Elle referma la porte sans la claquer, monta dans sa Citroën. Ce n'est qu'une fois sur l'A13 en direction de l'Oise que les larmes coulèrent. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « Tu rentres bientôt ? J'ai fait une quiche. » Clara sourit malgré les larmes et accéléra vers la sortie 23. Elle rentrait chez elle. 3 semaines passèrent dans un silence total. Clara n'appela pas, ses parents non plus. Ce vide lui procurait un soulagement étrange, comme si on avait retiré une écharde profondément enfoncée dans sa chair depuis des années. Un mardi matin de novembre, alors qu'elle terminait son café dans la cuisine de la ferme, regardant Thomas nourrir les poules dans la cour brumeuse, elle entendit le claquement métallique de la boîte aux lettres. Parmi les factures EDF et les prospectus du Leclerc de Beauvais, une enveloppe épaisse en papier verger ivoire, 160 grammes au moins, avec des lettres dorées en relief. Le faire-part de mariage de Mathilde. Clara l'ouvrit lentement, debout dans l'entrée carrelée de leur maison, ses pieds nus sur le carrelage froid malgré le chauffage au bois qui ronronnait dans le salon. L'invitation était somptueuse, presque obscène dans son luxe tapageur. Château de Chantilly, samedi 23 juin, 17h. Cérémonie laïque dans les jardins à la française, cocktail sur les terrasses. Dîner dans la grande galerie. 200 invités. Tenue de soirée exigée, précisait une mention en italique au bas du carton. Elle calcula mentalement. Location du château pour la journée, minimum 15 000 €. Traiteur pour 200 personnes, au moins 150 € par tête. Fleuriste, photographe, orchestre. Budget total probablement autour de 80 000 €, peut-être plus. L'équivalent de 2 années de revenus de leur exploitation agricole. Thomas entra, ses bottes boueuses laissant des traces sur le paillasson. Il vit l'enveloppe, le visage de Clara. « C'est pour le mariage de ta sœur ? » ?»« Oui. Tu veux y aller ?» Clara resta silencieuse quelques secondes, fixant les lettres dorées qui brillaient sous la lumière terne de novembre filtrant par la fenêtre. « Je ne sais pas. » Elle posa le faire-part sur la table de la cuisine. Essaya de l'oublier pendant la journée, mais il restait là, pesant comme un reproche silencieux. Le soir, elle appela sa mère. Pas par envie, par ce réflexe conditionné de fille obéissante qu'elle n'arrivait pas à tuer complètement. Jacqueline décrocha à la 3e sonnerie, la voix neutre, presque professionnelle. « Oui, c'est moi. J'ai reçu le faire-part. »« Ah, bien. » Silence. Clara entendait la télévision en fond sonore, un jeu télévisé quelconque avec des rires enregistrés qui explosaient à intervalles réguliers. Je voulais confirmer ma présence. Avec Thomas. Le silence qui suivit dura 5 secondes, peut-être 6. Clara compta mentalement, sentant son estomac se nouer comme il le faisait depuis l'enfance chaque fois qu'elle attendait l'approbation maternelle qui ne venait jamais. « Tu es sûre que c'est une bonne idée ?» demanda finalement Jacqueline avec cette voix douce, faussement préoccupée, qui cachait toujours un jugement acéré. « Ce sera une soirée très formelle, tu sais. Beaucoup de gens du milieu de Karim, des associés de son cabinet, des amis de la famille. Thomas ne risque pas de se sentir un peu déplacé. Déplacé. Le mot flotta dans l'air comme un insecte venimeux cherchant où piquer.
Thomas est mon mari, répondit Clara en serrant le combiné jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Il vient. Bien sûr, se rattrapa Jacqueline sans conviction. C'était juste une suggestion. Je pensais à son confort, c'est tout. La conversation se termina dans une politesse glaciale. Clara raccrocha, les mains tremblantes, cette rage familière montant dans sa gorge comme de la bile. Les semaines suivantes, les messages codés commencèrent à arriver. D'abord sa cousine Émilie, 34 ans, avocate à Paris, qui l'appela un jeudi soir pour prendre des nouvelles, et glissa négligemment dans la conversation. Au fait, ta mère m'a dit que la soirée serait ultra chic, genre tenue longue obligatoire pour les femmes. Tu as prévu quelque chose? Puis sa tante Françoise, 62 ans, professeure de piano à la retraite, qui lui envoya un SMS maladroit. Ma chérie, je me demandais si Thomas aimait ce genre d'événements mondains. Pas tout le monde n'est à l'aise dans ces ambiances. Et finalement Mathilde elle-même, qui l'appela un samedi matin, la voix trop joyeuse, trop aiguë, pour être sincère. Salut Frangine, je vérifiais juste le plan de table. On vous a mis à la table 18. C'est au fond de la salle, mais c'est calme. Tu verras, c'est mieux pour discuter. Au fond de la salle. Loin de la famille. Avec les invités de second rang, ceux qu'on invite par obligation mais qu'on ne tient pas vraiment à voir. Clara comprit alors que l'humiliation était planifiée, méthodique, orchestrée avec cette cruauté désinvolte que sa famille maîtrisait à la perfection depuis toujours. Ce n'était pas de la méchanceté consciente, c'était pire. C'était cette indifférence polie qui niait son existence même, qui la reléguait aux marges de leur monde parfait et brillant. Un soir, alors qu'elle épluchait des pommes de terre pour le dîner dans leur cuisine modeste, les larmes coulaient sans qu'elle s'en aperçoive vraiment, tombant sur la planche à découper en bois abîmés. Thomas entra, posa ses mains calleuses sur ses épaules. On n'est pas obligé d'y aller, tu sais. Clara se retourna, le regarda vraiment pour la première fois depuis des semaines. Cet homme qu'elle avait épousé 4 ans plus tôt, qu'elle aimait profondément mais qu'elle n'avait jamais vraiment défendu devant sa famille, par lâcheté, par ce besoin pathétique d'être acceptée qui la rongeait depuis l'enfance. Si, on y va. Thomas fronça les sourcils. Pourquoi? Pour te faire humilier encore? Non, dit-elle en essuyant ses larmes d'un revers de main. Pour leur montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'ils ne peuvent pas nous effacer. Elle ne savait pas encore à quel point cette décision allait tout changer. Les 2 mois suivants s'écoulèrent dans une anxiété sourde qui rongeait Clara de l'intérieur comme une maladie silencieuse. Elle cachait cette angoisse à Thomas, souriait quand il fallait sourire. Mais la nuit, elle restait éveillée des heures entières, fixant le plafond de leur chambre aux poutres apparentes, imaginant 1000 scénarios catastrophiques du mariage à venir. En avril, elle se rendit aux Galeries Lafayette de Paris, prit le RERD depuis Creil, 45 minutes de trajet dans des wagons bondés qui sentèrent la transpiration et le parfum bon marché. Au rayon robe de soirée, elle essaya 12 modèles différents, observant son reflet dans les miroirs impitoyables des cabines d'essayage, sous la lumière blanche et crue qui ne pardonnait rien. Elle finit par choisir une robe bleu marine en crêpe de soie, simple, élégante sans être provocante, col bateau et manche 3/4, 350 €. Elle paya en carte bleue, sentit son estomac se nouer en voyant son solde bancaire descendre à 230 € jusqu'à la fin du mois. Cette culpabilité familière, presque maladive, de dépenser de l'argent pour elle-même alors qu'ils économisaient pour refaire la toiture de la grange. Pour Thomas, elle loua un costume chez un tailleur de Beauvais, 120 € pour le week-end, cravate comprise. Il l'essaya dans leur salon un dimanche après-midi, mal à l'aise dans ce tissu noir qui lui serrait les épaules, tirant sur le col de la chemise blanche qu'elle avait achetée 35 € chez Célio. « Je ressemble à un pingouin », dit-il en se regardant dans le miroir de l'entrée avec une grimace. « Tu es très beau. » Il se tourna vers elle, la regarda avec cette intensité calme qu'elle aimait tant. « On n'est vraiment pas obligé d'y aller, Clara. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » Ce soir-là, quelque chose se brisa en elle. Elle s'effondra sur le canapé usé du salon, pleura pendant 20 minutes sans pouvoir s'arrêter, toute la pression accumulée explosant enfin comme un barrage qui cède. Thomas s'assit à côté d'elle, la prit dans ses bras sans rien dire, attendit simplement que l'orage passe. Quand elle put enfin parler, les mots sortirent dans le désordre,
hachée par les sanglots qui remontaient encore par vagues irrégulières. Elle lui raconta tout. Les années de comparaison incessante avec Mathilde, la préférée, la brillante, celle qui faisait tout bien. Les remarques acerbes sur ses choix de vie, son mariage, son abandon supposé d'une carrière prometteuse. Cette honte qu'elle ressentait d'avoir honte, cette culpabilité de ne pas assumer pleinement l'homme qu'elle aimait. Thomas l'écouta sans l'interrompre, caressant doucement ses cheveux emmêlés. Quand elle se tut enfin, épuisée, vidée, il resta silencieux quelques secondes avant de parler. « Tu sais, je ne t'ai jamais vraiment raconté pourquoi j'ai choisi ce métier. » Clara leva les yeux vers lui, surprise par ce changement de sujet. « Mon père voulait que je fasse des études d'ingénieur agronome. » Continua Thomas en regardant par la fenêtre les champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon dans la lumière déclinante du soir. « J'ai été acceptée à l'école de Toulouse. Bourse complète. Et j'ai refusé. Tout le monde me prenait pour un fou. Ma mère a pleuré pendant 3 jours. » Il marqua une pause, ses mains toujours dans les cheveux de Clara. « On me proposait un poste dans une grande coopérative agricole après le diplôme, salaire confortable, voiture de fonction, ticket restaurant. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais la terre, mes mains dans la terre. Me lever à 5 heures du matin pour traire les vaches, sentir l'odeur du foin coupé en juillet, voir pousser ce que j'avais semé, pas gérer des tableurs Excel dans un bureau climatisé. » Il la regarda enfin, ses yeux gris plantés dans les siens. « Je ne gagne pas 50 000 € par an, c'est vrai. Certains mois, on galère pour payer les factures. Mais je me lève chaque matin en sachant exactement pourquoi je le fais. Combien de gens peuvent dire ça ? Ton beau-frère, avec ses costumes à 1 000 € et sa prime de 40 000, il se lève le matin en sachant pourquoi, ou il se lève juste parce qu'il faut bien payer le crédit de son appartement et les vacances aux Maldives ?» Clara resta silencieuse, réalisant soudain qu'elle n'avait jamais vraiment écouté cette histoire, trop occupée à gérer le regard des autres, à justifier, à s'excuser d'un choix qui n'avait jamais eu besoin de justification. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à 3 heures du matin, assis sur le canapé sous une couverture en laine, partageant leurs peurs, leurs rêves, ce qu'ils voulaient vraiment construire ensemble. Et pour la première fois depuis des mois, Clara se sentit en paix. Le lendemain matin, elle envoya un message à sa mère, court, ferme, sans ambiguïté. « Nous serons présents au mariage, Thomas et moi, ensemble. Si cela pose problème, dis-le maintenant. » La réponse arriva 3 heures plus tard. « Comme tu veux. » 2 mots. Glacial, définitif. Clara éteignit son téléphone et retourna travailler dans le potager. Le samedi 23 juin arriva avec une chaleur écrasante. 32 degrés à 14 heures, ce genre de canicule précoce qui transforme l'Île-de-France en fournaise poisseuse. Clara et Thomas quittèrent la ferme à 15h30, roulant vers Chantilly dans leur Citroën C3 vieillissante, dont la climatisation crachait un air tiède et inutile. Ils se retrouvèrent coincés dans les embouteillages sur la 1, bloqués derrière un semi-remorque qui puait le diesel, avançant par à-coups dans une file interminable de véhicules surchauffés. Clara sentait la transpiration couler dans son dos, tacher sa robe neuve. À côté d'elle, Thomas gardait les mains crispées sur le volant, la mâchoire serrée, cette tension qu'il portait depuis ce matin et qu'il essayait de cacher sans y parvenir vraiment. Ils arrivèrent au château de Chantilly à 17h20, 20 minutes de retard. Le parking était déjà rempli de voitures allemandes brillantes sous le soleil implacable. Des BMW série 7, des Mercedes classe S, des Audi A8, alignés comme des trophées de réussite sociale. Thomas gara leur Citroën cabossé à l'écart, presque contre la haie de Thuillas, comme s'il voulait la cacher. En descendant, Clara aperçut sa mère qui les observait depuis l'entrée principale du château. Debout dans l'ombre des arcades de pierre, vêtue d'une robe en soie rose poudrée qui avait probablement coûté plus que leur loyer mensuel. Son visage se crispa imperceptiblement en les voyant arriver, cette micro-expression de désapprobation qu'elle maîtrisait à la perfection depuis 40 ans. L'accueil fut glacial, mécanique. Jacqueline leur fit la bise, 2 effleurements rapides de joues qui ne touchaient rien, aucune chaleur, aucune reconnaissance. Elle présenta Thomas à personne, l'ignora presque complètement, se tourna immédiatement vers d'autres invités qui arrivèrent derrière eux dans une Porsche Cayenne noire. Mathilde apparut dans le hall d'entrée, resplendissante dans sa robe de mariée en dentelle de Calais,
8 000 € selon les estimations que Clara avait lues dans les magazines de mode qu'elle feuilletait parfois chez le médecin. Sa sœur l'embrassa distraitement, un mouvement automatique et vide, puis tendit une main molle à Thomas, sans même le regarder vraiment, déjà tourné vers le photographe qui l'appelait pour une pause avec ses demoiselles d'honneur. Karim, le marié, se tenait près de la fontaine baroque du hall, entouré de ses témoins en costume Hugo Boss identique, bleu marine avec pochette blanche. Il serra la main de Thomas avec ce sourire condescendant des hommes qui se croient supérieurs. Cette poignée de main molle et brève qui disait clairement « Tu n'es pas de notre monde ». La cérémonie laïque débuta dans les jardins à la française, sous un soleil de plomb, qui transformait la pelouse parfaitement tondue en tapis brûlant. Clara et Thomas furent placés au dernier rang des chaises blanches Napoléon III, louées pour l'occasion, derrière des cousins éloignés qu'elle n'avait pas vus depuis 10 ans, derrière même les collègues de bureau de Karim qu'elle ne connaissait pas. Pendant les vœux, Clara observait sa sœur. Tout était parfait, millimétré, instagrammable. Le violoncelliste qui jouait du Vivaldi, les arches florales blanches et roses qui encadraient l'allée centrale, les pétales de rose dispersés artistiquement sur le gravier. Mais quelque chose sonnait faux dans cette perfection trop lisse, trop répétée, comme une publicité pour parfum de luxe. Karim regardait son téléphone discrètement pendant que Mathilde lisait son texte de vœux, des mots magnifiques sur l'amour éternel et l'engagement inconditionnel qu'elle avait probablement trouvé sur Pinterest. Clara sentit la main de Thomas se refermer sur la sienne, chaude, calleuse, réelle, une encre dans cette mer d'apparence creuse. Le cocktail débuta sur les terrasses dominant les bassins. Clara se retrouva isolée avec Thomas, près du buffet de petits fours à 15 € pièce, observant les groupes se former naturellement autour d'eux, sans jamais les inclure. Les invités les contournaient, comme on contourne un obstacle embarrassant, détournant le regard, accélérant le pas. Une amie de sa mère passa près d'eux, une femme d'une 60aine d'années en tailleur Chanel, bronzage artificiel et bijoux en or blanc. Elle jeta un coup d'œil à Thomas, puis à Clara, puis sourit avec cette fausse bienveillance qui cachait mal sa curiosité malsaine. « Clara, ma chérie, ça fait si longtemps. Et voici donc ton mari ?» Elle marqua un temps d'arrêt imperceptible, avant le mot « mari », comme si elle hésitait sur le terme approprié. « Enchantée », dit-elle à Thomas, en lui tendant une main qu'elle retira presque immédiatement. « Et vous faites quoi dans la vie ?» Le piège se refermait déjà. Le dîner débuta à 20h dans la grande galerie du château. 200 invités installés sous les fresques du XVIIIe siècle et les lustres en cristal de Baccarat, qui valaient probablement plus que la ferme entière de Thomas. Clara et Thomas furent guidés jusqu'à la table 18, effectivement tout au fond de la salle, près des portes de service par lesquelles les serveurs entraient et sortaient dans un balai incessant et bruyant. Leur table accueillait 8 personnes. Des collègues de Karim qu'ils ne connaissaient ou pas, accompagnés de leurs conjointes. 2 couples dans la quarantaine. Un homme seul d'une 50aine d'années au costume froissé qui sentait le whisky. Personne de la famille. Personne qu'on tenait vraiment à placer près des mariés. Les conversations tournaient autour des bonus de fin d'année, des promotions internes chez Deloitte, des voyages d'affaires à Singapour et Dubaï. Un consultant nommé Jérôme, chemise blanche ouverte sur un bronzage de club de sport, racontait son dernier séjour au Bourj Al Arab avec cette assurance insupportable des gens qui ne doutent jamais de rien. Thomas répondait poliment aux questions qu'on lui posait du bout des lèvres. Ce sourire figé qu'il portait depuis 2 heures et qui commençait à ressembler à un masque de souffrance. Clara voyait ses épaules se crisper imperceptiblement à chaque nouvelle question, à chaque regard condescendant. Jérôme finit par se tourner vers lui, le regard déjà embué par les 3 coupes de champagne Ruinart à 60 €, la bouteille qu'il avait descendue pendant le cocktail. « Et vous, Thomas, c'est ça? Vous travaillez dans quel secteur ?» Le silence se fit à leur table. Tous les regards convergèrent. L'agriculture. Un blanc. 2 secondes, peut-être 3. Puis des sourires gênés, des regards échangés, ce malaise palpable des gens qui ne savent pas comment réagir face à quelque chose qui sort de leur référentiel habituel. « Ah !» dit Jérôme en se ressaisissant. « Original. Et ça marche, ce genre de... business ?» « Business. » Comme si cultiver la terre était une start-up qu'on lançait pour lever des fonds. Clara sentit la moutarde lui monter au nez, mais Thomas resta d'une dignité imperturbable, découpant son filet de bœuf angus en petits morceaux méthodiques.
On s'en sort. La conversation reprit mollement, les excluant désormais totalement. Clara picora dans son assiette à 80 € qu'elle ne touchait presque pas, l'estomac noué, comptant mentalement les minutes avant de pouvoir partir. Puis vinrent les discours. Michel, le père, se leva le premier, micro sans fil à la main, costume gris anthracite parfaitement coupé. Il parla de sa fierté paternelle, de ses 2 filles. Mais son discours dériva rapidement, se concentrant exclusivement sur Mathilde. Ma Mathilde a toujours su ce qu'elle voulait. Dès l'enfance, elle visait l'excellence. Aujourd'hui, elle épouse un homme brillant, ambitieux, qui saura lui offrir la vie qu'elle mérite, celle dont toute femme rêve. Pas un mot sur Clara. Pas une mention, pas un regard dans sa direction. Comme si elle n'existait pas, comme si elle n'avait jamais existé. Clara sentit les larmes monter mais refusa de craquer, serrant sa serviette en lin blanc jusqu'à ce que ses articulations blanchissent sous la peau. Puis Karim prit le micro. Il était visiblement alcoolisé, les joues rouges, la voix légèrement pâteuse, ce sourire idiot des gens qui ont bu 4 coupes de trop. Il remercia les invités, fit quelques blagues convenues, qui arrachèrent des rires polis, puis son regard balaya la salle et tomba sur leur table, au fond, dans la pénombre relative loin des projecteurs centrés sur les mariés. « Je veux aussi saluer ma belle-sœur Clara », dit-il en pointant vaguement dans leur direction. « Venue de loin pour être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir fait le déplacement depuis... C'est où déjà? L'Oise ?» Quelques rires dans l'assistance. « Et son mari Thomas, notre agriculteur local. » Il marqua une pause théâtrale, savourant son propre humour médiocre. « Au moins, on ne manquera jamais de légumes au repas de famille, pas vrai? Merci à notre petite paysanne et son paysan de nous honorer de leur présence ce soir. » Le mot claqua dans le silence qui suivit comme une gifle en pleine figure. Paysanne. Craché avec ce mépris désinvolte. Cette condescendance amusée qui faisait plus mal que n'importe quelle insulte directe. La salle explosa de rire. Pas tout le monde. Certains visages restaient figés dans une gêne palpable, mais suffisamment pour que le bruit résonne sous les voûtes comme un jugement collectif. Clara blêmit, paralysée, incapable de bouger, de respirer, de penser. À côté d'elle, Thomas se leva calmement. Clara lui saisit le bras, paniquée, les ongles s'enfonçant dans le tissu du costume loué. « Non, s'il te plaît, ne fais pas de scène. » Mais Thomas n'avait aucune intention d'en faire une. Il se dégagea doucement, posa sa serviette sur la table avec une lenteur délibérée et marcha vers la sortie d'un pas régulier, ni précipité, ni hésitant. Clara le suivit, sentant tous les regards peser sur elle comme des pierres, entendant les murmures monter derrière eux comme une marée. Dans le hall du château, loin des lustres et du brouhaha du dîner, elle explosa enfin. Les larmes coulaient sans retenue, toute la tension accumulée depuis des semaines se déversant d'un coup. « Je suis désolée, tellement désolée, Thomas. » Il la prit dans ses bras, la laissa pleurer contre son torse, caressant ses cheveux défaits par l'humidité de cette journée caniculaire. « Tu n'as pas à t'excuser pour eux. » À ce moment précis, un homme d'une 50aine d'années s'approcha depuis l'escalier principal. Costume gris impeccable taillé sur mesure, pochette bordeaux, chaussures italiennes cirées. Il s'arrêta à quelques mètres, hésitant visiblement à les déranger. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre, mais... » « Thomas Mercier, c'est bien vous ?» Thomas se retourna, surpris, fronçant légèrement les sourcils. L'homme s'avança, main tendue, sourire sincère. « Philippe Beaumont, directeur régional de Biocoop pour le nord de l'Île-de-France. On s'est croisés au salon de l'agriculture biologique à Villepinte l'année dernière, vous vous souvenez? Vous présentiez vos fromages de chèvre au label bio. » Thomas lui serra la main, encore déstabilisé. « Ah oui, bien sûr. Bonjour, monsieur Beaumont. » Clara les observait, confuse, essuyant ses larmes du revers de la main. Beaumont se tourna vers elle avec cette courtoisie naturelle des gens bien élevés. « Votre mari est trop modeste, madame. Les produits de la ferme Mercier sont en tête de vente dans nos magasins de Compiègne, Amiens et Beauvais depuis 8 mois. Cet homme affiné, particulièrement. On en écoule 250 kilos par semaine. » Il reporta son attention sur Thomas. « Et si j'ai bien lu la newsletter de la Chambre d'agriculture, vous venez d'obtenir le label Haute valeur environnementale niveau 3. Félicitations. C'est rarissime pour une exploitation de votre taille.
Votre modèle d'agroforesterie avec les haies bocagères fait même l'objet d'une étude de l'INRA, non? Thomas acquiesça modestement. On essaie de travailler correctement, c'est tout. Beaumont éclata d'un rire franc. Correctement, vous dites? Écoutez, ça fait 3 mois que j'essaie de vous joindre, mais votre numéro sur le site est toujours occupé. Notre réseau souhaite étendre la distribution de vos produits sur toute l'île de France. Paris compris. On parle de 28 magasins potentiels. Il sortit une carte de visite de sa poche intérieure, la tendit à Thomas. Le contrat qu'on propose tournerait autour de 200 000 € annuels pour commencer, évolutif selon les volumes. Appelez-moi lundi, on en discute sérieusement. 200 000 €. Le chiffre résonna dans le hall silencieux comme un coup de gong. À cet instant, Karim sortit de la salle de réception, cherchant visiblement les toilettes, titubant légèrement, la cravate desserrée. Il passa devant eux, s'arrêta net en entendant les derniers mots de Beaumont, le visage soudain vidé de ses couleurs. « Vous êtes Thomas Mercier? Le fromager ?» Beaumont se tourna vers lui, surpris par l'interruption. « Vous le connaissez? Vous avez de la chance, ses produits sont exceptionnels. Si vous voulez goûter cet homme au lait cru, je peux vous avoir une adresse. » Karim ouvrit la bouche, la referma, incapable de formuler une phrase cohérente. Clara sentit quelque chose monter en elle. Pas de la joie exactement, plutôt une satisfaction froide, presque clinique, en voyant l'arrogance de son beau-frère s'effondrer comme un château de cartes. Beaumont serra de nouveau la main de Thomas. « Bon, je vous laisse profiter de la soirée. Mais appelez-moi, vraiment. On a de beaux projets pour vous. » Il s'éloigna vers le jardin, laissant un silence pesant derrière lui. Karim les fixait, bouche entr'ouverte, visage cramoisi mélangeant alcool et embarras. Il bafouilla quelque chose d'incompréhensible, puis tourna les talons précipitamment, disparaissant vers les toilettes. Clara regarda Thomas, le vit tel qu'il était vraiment pour la première fois depuis des mois, pas à travers les yeux de sa famille, pas à travers sa propre honte, mais tel qu'il était. Un homme qui avait construit quelque chose de réel, de solide, de respecté. « On rentre ?» demanda-t-il simplement. Pas tout de suite. Clara voulait dire au revoir à Mathilde. Pas par politesse, pas par obligation familiale, mais parce qu'elle avait besoin de fermer cette porte définitivement, en pleine conscience, les yeux ouverts. Elle laissa Thomas dans le hall et retourna dans la salle de réception, traversant les tables où les invités terminèrent leur dessert, dans un brouhaha de conversations alcoolisées. Elle trouva sa sœur sur la terrasse, qui donnait sur les jardins illuminés, seule, fumant une cigarette malgré sa promesse d'arrêter depuis 2 ans. Mathilde se retourna en l'entendant approcher, son visage parfait se crispant immédiatement. « Tu pars déjà? Tu ne supportes pas de me voir heureuse, c'est ça ?» Clara s'arrêta à 2 mètres d'elle, observant cette femme qui était sa sœur, mais qu'elle ne reconnaissait plus depuis des années. « Heureuse, Mathilde? Vraiment? Ton mari vient de m'humilier publiquement devant 200 personnes et tu n'as même pas bronché. C'est ça ton bonheur ?» Mathilde tira une longue bouffée, détourna le regard vers les fontaines. Il a bu. Il ne pensait pas à mal. Il ne pensait pas à mal, répéta Clara, sentant cette froideur nouvelle monter en elle, celle qui s'était installée depuis le dîner chez leurs parents en octobre. Vous ne pensez jamais à mal, vous. C'est juste votre façon d'être. Mépriser les autres sans même vous en rendre compte. Mathilde se retourna brusquement, les yeux brillants. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis désolée? Que tout ça c'est de ma faute? Tu as choisi ta vie, Clara. Assume. » « J'assume justement. »« C'est toi qui n'assumes rien. » Clara fit un pas vers elle, la voix calme mais tranchante comme du verre brisé. « Tu as tout ce que maman voulait pour toi. Le mari parfait sur le papier, l'appartement dans le 16e, les vacances aux Maldives. Mais est-ce que c'est ce que toi tu voulais vraiment? Ou est-ce que tu joues juste un rôle depuis tellement d'années que tu as oublié qui tu es ?» Mathilde resta silencieuse, sa cigarette tremblant légèrement entre ses doigts. Dans la lumière tamisée de la terrasse, Clara vit pour la première fois les fissures sous le maquillage parfait, la fatigue dans ses yeux, cette fragilité qu'elle cachait sous des couches d'arrogance et de sourires forcés. « Tu ne sais rien de ma vie. Tu as raison. Et tu ne sais rien de la mienne. » Clara tourna les talons,
laissant sa sœur seule avec sa cigarette et ses certitudes qui commençaient peut-être à se lézarder. Dans le parking, elle croisa ses parents qui sortaient chercher quelque chose dans leur voiture. Jacqueline la vit, s'arrêta net, le visage durcissant immédiatement. Michel était derrière elle, les clés de leur Mercedes à la main. « Tu pars comme ça, sans même dire au revoir? Comment oses-tu faire ça à ta sœur le jour de son mariage ?» Clara s'arrêta, se retourna lentement. Quelque chose avait changé en elle depuis 3 heures. Quelque chose de définitif. Elle ne sentait plus cette peur viscérale de leur désapprobation. Cette culpabilité qui la rongeait depuis l'enfance. « Comment j'ose ? Vous me demandez comment j'ose ?» Sa voix était calme, presque douce, mais portait une dureté nouvelle qui fit reculer sa mère d'un pas. La honte, c'était de me placer au fond de la salle comme une invitée de seconde zone. La honte, c'était de cacher mon mari pendant des mois comme s'il était un problème. La honte, c'était de laisser Karim me traiter de paysanne devant 200 personnes sans dire un mot. Michel intervint, la voix conciliante. « Ne sois pas ridicule, Clara. On voulait juste... »« Vous vouliez quoi ?» le coupa-t-elle. « Que j'épouse un consultant comme Mathilde ? Que je renonce à l'homme que j'aime pour correspondre à vos critères de réussite ? Thomas vaut 1000 Karim. Il a construit quelque chose de réel, de respecté, quelque chose qui a du sens. Et si vous ne pouvez pas le voir, si vous êtes tellement aveuglé par les apparences que vous ne voyez pas la valeur des gens, alors c'est votre problème, pas le mien. » Jacqueline ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son ne sortit. Clara vit la colère dans ses yeux, mais aussi autre chose, plus ténue, plus fugace. Du doute peut-être, ou juste de la surprise face à cette fille qui ne baissait plus les yeux. « Je ne reviendrai plus », dit Clara simplement. Plus au dîner du dimanche, plus aux réunions de famille. Vous m'avez donné le choix en octobre. Je le prends maintenant. Elle monta dans la Citroën où Thomas attendait, démarra, et roula vers la sortie du château sans regarder dans le rétroviseur. Les semaines qui suivirent se déroulèrent dans un silence étonnamment paisible. Clara n'appelait pas, ses parents non plus. Cette absence de contact, au lieu de créer un vide douloureux, apportait une légèreté inattendue, comme si on avait retiré un poids invisible qu'elle portait sur ses épaules depuis 30 ans. Le contrat Biocoop se concrétisa fin juillet. Thomas signa un accord de distribution sur 3 ans, 220 000 € annuels garantis, avec possibilité d'extension selon les volumes. Ils embauchèrent 2 employés, Maxime et Sarah, 24 et 26 ans, sortis d'un BTS agricole, passionnés par l'agroécologie et ravis de travailler dans une exploitation qui refusait les pesticides chimiques. Clara, qui travaillait depuis 4 ans à mi-temps comme graphiste freelance depuis leur chambre d'amis transformée en bureau, commença à gérer la communication de la ferme. Elle créa un site web sobre et élégant, développa un compte Instagram qui montrait la réalité du travail agricole sans filtre romantique, mit en place des ventes directes tous les samedis matins dans la cour de la ferme. Les clients venaient de Beauvais, de Compiègne, parfois même de Paris. 40 km en voiture pour acheter des fromages de chèvre et des œufs bio directement aux producteurs. Le bouche à oreille fonctionnait, les commandes augmentaient régulièrement, 15% de croissance mensuelle depuis août. En septembre, leur chiffre d'affaires prévisionnel atteignit 280 000 € annuels, avec des marges confortables grâce au circuit court qui éliminait les intermédiaires. Ils n'étaient pas riches selon les standards de Karim et Mathilde, mais ils vivaient bien, dormaient tranquilles, se levaient chaque matin, sans cette anxiété sourde qui ronge tant de gens coincés dans des vies qu'ils n'ont pas vraiment choisies. Un mardi soir d'octobre, le téléphone de Clara sonna. Numéro inconnu. Elle décrocha par réflexe. « Clara ? C'est Mathilde. » Silence. Clara sentit son cœur s'accélérer. Cette montée d'adrénaline automatique que provoquait encore la voix de sa sœur, malgré les 4 mois écoulés. « J'ai besoin de te parler. » La voix était différente, cassée, sans cette assurance cristalline habituelle. Clara entendit des sanglots étouffés à l'autre bout du fil. « Karim a une liaison. Ça dure depuis 6 mois. Je l'ai découvert dans ses mails hier soir. Une consultante de son cabinet, 28 ans, blonde, parfaite. » Clara s'assit lentement sur le canapé du salon, les jambes soudain faibles. Elle ne ressentait aucune joie, aucune satisfaction vengeresse, juste une tristesse immense et résignée. Mathilde continua, les mots sortant dans le désordre entre les pleurs. « Tu avais raison. J'ai épousé le bon CV.
pas le bonhomme. Je ne suis même pas sûre de l'avoir jamais aimé vraiment. Je voulais juste plaire à maman, avoir ce qu'elle attendait de moi. L'appartement, le mari brillant, les vacances Instagram. Et maintenant, je me retrouve seule dans 80 mètres carrés qui me coûte 3 000 € de crédit par mois avec un mari qui baise sa collègue pendant que je fais semblant d'être heureuse sur les réseaux sociaux. Clara resta silencieuse plusieurs secondes, cherchant les mots justes. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas. Le divorce, probablement. Mais après, je retourne chez maman en rampant pour qu'elle me dise qu'elle m'avait prévenue. Tu viens ici. » Mathilde se tut brusquement, surprise. « Quoi ? Tu viens passer quelques jours à la ferme. On parle, tranquillement, sans parents, sans pression. Tu es sûre ? Après tout ce qu'on t'a fait ?» Clara regarda par la fenêtre. Thomas qui rentrait les poules dans le poulailler pour la nuit, ses gestes lents et précis dans la lumière déclinante d'octobre. « Oui, je suis sûre. » Mathilde arriva le samedi suivant en fin d'après-midi, seule, conduisant sa Mini Cooper blanche, les yeux rougis derrière ses lunettes de soleil Chanel. Elle descendit de voiture, regarda autour d'elle la cour de terre battue, la grange en pierre rénovée, les champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, et fondit en larmes. Clara la prit dans ses bras sans rien dire, laissa sa sœur pleurer contre son épaule pendant 5 minutes entières. Les 3 jours que Mathilde passa à la ferme changèrent quelque chose entre elles. Elles parlèrent vraiment pour la première fois depuis des années, assises dans la cuisine aux poutres apparentes, buvant du thé jusqu'à minuit. Mathilde découvrit la vie de Clara, simple mais cohérente, construite sur des choix assumés, plutôt que sur des apparences à maintenir. Le dimanche matin, elle se leva à 6 heures, regarda par la fenêtre Thomas partir traire les chèvres dans le petit jour brumeux. « Il est heureux », murmura-t-elle. « On le voit juste à sa façon de marcher. » 6 mois plus tard, un samedi de mai, Clara préparait la cour de la ferme pour le pique-nique annuel qu'ils organisaient désormais pour leurs clients fidèles et leurs amis. 18 personnes attendues, 23 finalement venues. Mathilde arriva vers 11 heures dans sa Clio d'occasion achetée après le divorce, accompagnée de Laurent, 42 ans, professeur de SVT passionné de permaculture, qu'elle avait rencontré lors d'une conférence sur l'agriculture urbaine à Beauvais. Elle vivait maintenant dans un 3 pièces à Beauvais, 47 mètres carrés, 650 € de loyer. Elle travaillait pour une ONG environnementale, 1 900 € net mensuels, 3 fois moins que son ancien salaire de chargée de communication dans une agence de luxe. Mais quand elle descendit de voiture ce matin-là, Clara vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. De la paix. Leurs parents arrivèrent en fin de matinée, presque 1 heure après l'horaire indiqué. Michel descendit de sa Mercedes, visiblement mal à l'aise, tirant sur les manches de sa chemise Ralph Lauren, qui semblait déplacée dans la cour de terre battue. Jacqueline resta près de la voiture plusieurs secondes, observant les tables dressées sous le tilleul centenaire, les guirlandes artisanales accrochées par Clara, cette simplicité rustique qui devait heurter tous ses codes esthétiques. C'était leur père qui avait fait le premier pas, 3 mois plus tôt. Un AVC léger en février, juste assez grave pour lui faire réaliser sa mortalité, pas assez pour le tuer. Il avait appelé Clara depuis sa chambre d'hôpital à Versailles, la voix faible, tremblante, demandant à la voir. Il s'était retrouvé dans un café neutre à Beauvais. Pas chez elle, pas chez eux, un territoire sans mémoire. Michel s'était excusé maladroitement, cherchant ses mots comme un homme qui découvre un langage étranger. « Je croyais bien faire. Je voulais que vous soyez en sécurité financièrement, toi et ta sœur. C'est tout ce que je connaissais, l'argent, la réussite visible. » Clara l'avait écouté sans l'interrompre, sans cette colère qui l'habitait encore 6 mois plus tôt. « La sécurité ne vient pas d'un compte en banque, papa. Elle vient du fait de savoir qui on est et ce qu'on veut vraiment. » Jacqueline, assise à côté de lui, n'avait pas prononcé le mot pardon. Clara savait qu'elle ne le prononcerait probablement jamais. Sa mère n'était pas faite pour les excuses, prisonnière de sa propre rigidité depuis trop longtemps pour pouvoir se plier maintenant. Et c'était acceptable. Clara n'avait plus besoin de cette validation, de cet amour conditionnel qu'elle avait mendié pendant 30 ans. Elle avait proposé une relation sur de nouvelles bases, claire, sans ambiguïté. Je veux bien qu'on se revoie, mais avec du respect. Thomas fait partie de ma vie.
Soit vous l'acceptez complètement, soit on reste à distance. Michel avait acquiescé immédiatement. Jacqueline avait détourné le regard vers la fenêtre du café, mais n'avait pas protesté. Maintenant, en ce samedi de mai, ils étaient là, assis un peu à l'écart sur des chaises pliantes sous le pommier, observant cette vie qu'ils ne comprenaient toujours pas vraiment mais qu'ils commençaient peut-être à accepter. Jacqueline mangeait du bout des lèvres une part de tarte aux légumes du potager. Michel discutait maladroitement avec Laurent des enjeux de l'agriculture biologique. Clara observait la scène depuis la table où elle débarrassait les assiettes. Mathilde aidait Thomas à servir le fromage de chèvre aux invités, riant à une blague qu'il venait de faire. Maxime et Sarah jouaient au badminton avec les enfants d'amis sur la pelouse fraîchement tondue. Clara posa sa main sur son ventre légèrement arrondi. 4 mois de grossesse, ce secret qu'elle gardait encore pour elle, sauf Thomas. Leur premier enfant naîtrait en septembre, dans cette maison qu'ils avaient construite ensemble. Cette vie qu'ils avaient choisie malgré les regards, malgré les jugements, malgré tout. Elle repensa au mariage au château de Chantilly, à l'humiliation publique, à cette nuit où elle avait pleuré sur l'A13 en rentrant chez elle. Presque 1 an déjà. 1 an qui avait tout changé, pas parce qu'elle avait prouvé quelque chose à sa famille, mais parce qu'elle avait arrêté d'essayer. Thomas s'approcha, posa sa main sur la sienne. « Ça va ? » ?»« Oui, ça va vraiment. » Elle regarda autour d'elle, ces gens réunis sous le soleil de mai, cette vie imparfaite mais authentique, cette paix qu'elle avait trouvée en arrêtant de chercher l'approbation des autres. Le mépris ne définit que ceux qui le portent. Elle sourit, profondément heureuse, et retourna vers la table où quelqu'un réclamait du pain. Elle était chez elle. Oh my god, I'm alive! You're alive. Where's my You're alive. stuff? Oh, hi, yo! You're gonna die. No! 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 Get back here! Get back here! Go away! Oh my god, Stop dude! it! Stop! Hans needs to say thug dick. I didn't like that. Is that all he says is thug dick? Yeah, but it's Sorry, I'm sorry. it's that's also a You A catching French one. feelings for me, pup? hey hun. Hey, one more paper. Oh my god! Oh my Son god, of dude. a 2 more pentagrams. Oh, there's a crying baby. Oh no. Why is there a crying baby? Oh my god! Stop! You're good, you're good, you're good, you're good, you're good. No, I'm not. You're good. Still in the VC, they can see I'm adulting. Hey, listen, adulting is like not fun. I loved Quicksilver. I haven't read Breakers Brimstone on, yet breakers though. on. Oh, go away! Oh, hey, I found a pentagram. Go the freak away, dude. Oh my god. Oh, I'm sweating. Is Quicksilver part of from the same author? No, No. Quicksilver is a different one. It's a romantic fantasy book. Why is it hot in here? Oh yeah, I'm going to go take a shower. What temperature? Pixie Mom, what temperature is your shower gonna be? 30. Oh my god! Oh my god! Oh my god! I think she needs to go cool it down before she melts the chair. Mm-hmm. Why is Silver quick? I don't know. A hot shower? No, I think she needs a cold shower. Pixie Mom. Pixie. Big C. I don't She's want to the one with the awesome name that everybody loves. Yeah, It is a good name. it is an interesting name. That is for sure. What do we need, dude? And then you've got Thunder Cheeks as well. Under cheeks? Yeah. Thunder Girlfriend, get the God, freak out of no. here. He's just Shadow Daddy. It's so getting much to you, get done in lady. less than an hour. Rip. What's with the pink outfits? What's with They're our not? janitor outfit. What do you mean? Okay. Although mine's the blue one. I'm Wow! sure. I don't think I've watched anybody play this. Yeah, they're janitor outfits. We can have them at, you know, whatever Okay. Oh, color so we you're want. twins.
Oh my Yeah. god, you just made my mop go flying. Oh, speaking of guys, in case y'all didn't see the poll, y'all voted for me to have pink hair. Nice. It's not going to be from the roots because you see how dark my roots are. So it's Yes. going to mostly be like, you know, a lot of highlights throughout my hair. Like there's going to be pink in there, but you know, Oh my gosh, she hit the breaker. Hans, we have to behave. paper, paper, upside down cross. Oh, hey Hans, just so you know, you're not going to be more daddy than me today because I was 98% daddy. You're welcome. Yeah, she killed us. She was. So, No, we do. We don't want to get Wayward in trouble. I like how Wayward's like, oh, and then Tyler's like, I'm running a different way. Goodbye. only 66% daddy. Oh, that's rough. Yeah, I think I've hit like 21 and 28. Yeah, it's okay. I'll be daddy enough for everyone. I think I was okay on the mommy. Look, now I went down to 13. This is terrible. Ooh, Is she still God really hunting me? doesn't like you. I don't like this. Is she still running Nothing after to me? I don't know. Does anybody know if she's still chasing me? I don't know. I don't know either. Oh, Slenderman. Tyler's at the- Okay. All right, that was an improvement. Are you That was dead good. too, Tyler? No, I'm at the I breaker. said she was at the breaker. I can't hear. You're not mummy either. Stop, Son, you can be my Oh mommy. God! Don't do that. Stop disrespecting my game like that, dog. Why are you like? Oh I my just god, walked that looks right into so it. freaky. Are you? Did you No, get you're not attacked by a bird today? No. So give me a break. Listen, Hans. It's okay. You had a video that made your day better. Okay. Do you remember when my kid got attacked by the bird? Yes. Okay, I think we got everything in the chapel. So we went to the zoo, and there was an area where you could feed birds, and Kay's daughter, the bird like landed on her head, and she lost it. She was like, "Ah!" She's terrified, and I was trying so hard not to laugh out loud because that was probably traumatizing, but it was so freaking funny. Turn on a man. light. Turn on a Do light. you know what? It was traumatizing because she cannot be anywhere near birds now. Yeah, She's like, Hans, you know "I that's don't not in my like the chat. birds." Oh, hi. She's gonna run it. Oh Yeah. God! Jesus. Yeah, that happened. Come to the dark side, Hans. It was hilarious, and then her Love hearing your voice, by the stayed way, in Peas. there. Hans, you can join if you two behave. Oh, I mean, you don't have to stayed- behave, but like you have to somewhat behave. Hans, her just so daughter you know, stayed I can in take all of that. there as my daughter was like, I'm going out to Wayward. Oh, She hightailed it to Wayward. She was like, I am not going to be in She here came and anymore. sat with me. I felt so And then- bad. breakers on, But breakers then on. the breakers bird on. nearly pooped on her as well when it flew Mhm. away. Okay, I will behave. For research okay. purposes, I need you to say a couple book lines. You need to do that full quote that I sent you. There was that full one, you know, the when he was like trying to there's quote that one where quote. they're reading When on when the other I side. first saw her, she was 11. Yeah. Yeah. I sent him the whole video. Do you have 'cause the whole I came quote? across it. You see, you know, I sent him the entire video, and I screen recorded my Audible, and even cut out the parts where she was talking, like, you know, as like Oh. narrating You it. gotta write him down. That's fair. Wow! Oh, be so for real right We love now. rainy you days, sons of- don't we, baby? I'm leaving. Me too. Hans has I attention did so deficit. good Hey, bringing donuts. You all back. Oh my god, that's funny. Attention deficits. Hey, donuts. I'm sorry, pup. You should be. I Never heard that. had the worst case of mine today, honestly. What? It was I went into like the big anxiety moment because my daughter's room was absolutely trashed. And I Yeah. was like, this needs to be cleaned. So I went through Hans, we're the not in whole my voice house. channel. We're in Kay's voice channel.
We went through my whole house. I went through the whole house and I cleaned my daughter's room, and it was like the best and most beautifulest thing. And at the end of it, I was like, oh, now I'm in a slump. Yeah, There I he did is. not. I did not do anything today. I did not. I might need some more water though, because my head is. Hans, Hi, Hans. What's going on, big guy? I want you to open that mouth a little bit and look me in the eyes. Give me a little moan. Uh-huh. I want you to say, yes, Daddy. Yes, Daddy. I Oh, will that's behave. That's a good boy. Anyway. Anyway, Okay, we're done. We're done. Cool. What do you like on your pizza? You go out for a beer? anyway, yeah. That is. Kinsey, you can join the game now. We're ready for you. Tyler and I are just dancing. Yeah, she. Moving on. check the message. Metal, and we're behaving right now. I don't know They how to are. put They're it. being such good boys. They are. They're actually. They're behaving Thanks. better than they usually do. They really yes, are. Yes, we are. I can't be banned on TikTok because you two misbehave. Okay, I am streaming on TikTok. That's why I was saying we have to behave. Oh, Yeah, not Got- because yep, not got because it. it's wayward's wayward stream. It's TikTok. Got it. Got Hans it. has a sunburn. Peas was Hi- going hi, on about. TikTok. Pixie put in there about the thug. Peas is saying like the thug like 4 times. I'm like, The D. Peas! Yeah, I felt really bad. I did. Oh, it's fine. I've never been banned on TikTok. I mean, honestly, it's fine. Kenzie, the thing is in You're the. just So when's the next stream that's sensitive. not In the on chat. TikTok?